ce colloque avec David Marchal, directeur adjoint de Direction Production Énergie Durable de l'ADEME, et Laetitia Brottier, vice-présidente d'Enerplan, qui viendront clôturer ce colloque. Merci. Gilles Roquia, Socomec. Une question à Monsieur Gilles Ménez, si je ne me trompe pas. Vous avez parlé de la montée en compétences des collectivités. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? D'expérience, effectivement, au moment où on a lancé nos premiers dispositifs de territoire énergie positive, c'est de dire, avant les collectivités, c'est des plans climat, c'est-à-dire que globalement, elles regardaient ce qu'elles pouvaient faire sur leur bâtiment et elles faisaient une stratégie un peu de développement. C'est d'aller un peu plus loin sur deux choses. Un, alors on en a parlé rapidement, c'est la gestion des réseaux, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on s'impliquait beaucoup plus fortement dans la gestion des réseaux et du coup, d'avoir une relation contractuelle beaucoup plus forte avec Enedis et entre capacité de négocier. Et deux, c'est pour nous, l'outil, on va dire, le plus important, c'est l'aménagement, c'est le PLU. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, si vous voulez devenir un territoire énergie positive, il faut que vous soyez en capacité, de réserver du foncier, parce que les énergies renouvelables, globalement, ça prend du foncier ou ça prend de la biomasse, sur le photovoltaïque, ça va être du foncier, et du coup, d'avoir une stratégie de se dire, ben voilà, moi, je veux être un territoire énergie positive à 2040, ça va nécessiter de l'implantation de tant de puissance sur mon territoire, donc de tant d'éolien, de tant de photovoltaïque, de tant de méthanisation. Ça va s'implanter ici, parce que je réserve le foncier et je négocie avec les citoyens en même temps. C'est-à-dire que j'attends pas le développeur qui arrive et qui du coup est en frontal avec les citoyens et qui du coup entraîne beaucoup d'opposition des projets d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que je négocie moi en tant que maire ou en tant que président d'Interco le développement de mon territoire et je le valide. Et derrière, effectivement, il y a la notion de réseau, c'est comment j'alimente un peu tout ça. Et ça veut dire qu'à un moment, un élu, franchement les élus déjà, je pense que pas beaucoup savaient qu'ils étaient propriétaires des réseaux électriques. Voilà, ça c'était un premier pas. Et deuxièmement, quand on leur dit vous avez une stratégie de développement des énergies, bah attendez, il y a la creux, quoi. C'est l'État, quoi. EDF va arriver, il va m'installer ça. C'est ce changement de paradigme. C'est de dire, bah, moi, en tant qu'élu local, je peux décider d'implanter tel type d'énergie renouvelable sur mon territoire et effectivement d'essayer de travailler avec mon gestionnaire de réseau pour que j'ai le plus possible d'énergie renouvelable qui rentre sur mon territoire. Ça, c'est nouveau. Hein. C'est vraiment nouveau. Il y a peu d'élus. D'ailleurs, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de vice-président à la transition énergétique dans les intercos ou peu. Il y en a dans les métropoles, dans les collectivités importantes, mais dans les petites, on va dire intercos 20 000, il y en a assez peu. Merci beaucoup, Julien Gimnez. Une autre question ? Question rapide, réponse rapide. Alors, Régis Contreau, GRDF. Je suis désolé, ce ne sera pas une question, mais plutôt une remarque. J'ai trouvé que dans la journée, en fait, on avait été orienté sur des sujets qui étaient très technologiques. On parle beaucoup de stockage, dont la taille va dépendre un peu des contraintes qu'on se fixe et du périmètre, des puissances, etc. Ce qui me manque un peu, finalement, c'est, à mon avis, le sujet le plus important, c'est le consommateur et les occupants des bâtiments, notamment dans le cadre de l'autoconsommation collective. Parce que je pense que la vraie barrière, elle sera là. Et j'espère que je fais peut-être une petite remarque à Richard, qui est juste derrière moi, que je remercie au passage pour l'organisation de la journée. Peut-être de mettre ça dans le colloque de l'an prochain. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'inclure dans une opération d'autoconsommation, notamment avec plusieurs consommateurs, comment on fait en sorte qu'ils aient envie de s'en servir et comment on les entraîne là-dedans. Voilà. C'est une bonne idée. Ce sera Bercy l'année prochaine, donc. Je retiens l'idée parce que finalement, l'année prochaine, on aura des opérations d'autoconsommation collective, donc on aura ces consommateurs. Absolument. Une autre question. Oui, bonsoir. La question s'adresse au CEA et au GIMELEC. Vous parlez d'une rémunération du stockage grâce aux services réseau. Qu'en sera-t-il quand on aura plein de batteries Est-ce qu'il y aura toujours un besoin en puissance? Parce que le réseau aura toujours besoin de ces éléments-là, sachant qu'il y aura une puissance installée ou présente très très forte. Alors pour ce qui est de la rémunération des services, je parle du véhicule, hein, et donc le véhicule to grid et éventuellement la capacité le soir de faire soit une injection de pointe sur 2 heures, soit... alors la rémunération est un bon sujet, mais en revanche, ce qui est encore mieux, c'est qu'éventuellement on n'a peut-être même pas besoin de rémunération. C'est-à-dire que la crainte est toujours, j'ai investi dans une batterie, elle m'a coûté la peau des fesses, par conséquent, il n'est pas acceptable que quelqu'un d'autre puisse venir l'utiliser et me la dégrader. Puisque, en tant que citoyen lambda, j'ai un peu dans mon imaginaire, si je l'utilise, ma batterie, je la dégrade. Or, il se trouve que pour les batteries lithium-ion, qui vont passer un temps important juste connectées et à 100% d'état de charge et à attendre au garde à vous qu'on veuille bien les utiliser,
il y a des scénarios qui sont relativement nombreux, qui sont gagnant-gagnant, et où le fait de les décharger un peu, genre le soir, je rentre à la maison, je m'étais chargée au boulot, j'arrive à la maison, je décharge sur 2 heures et je ne me recharge que plus tardivement dans la soirée ou bien seulement le lendemain quand je suis repartie au travail parce que finalement j'avais besoin que de 17 km pour aller travailler. Ça, c'est un scénario qui diminue le vieillissement de la batterie. Alors, il y a à investiguer les différentes zones selon la température, selon les profils de sollicitation, mais il y a des lieux de valeur de ce type-là où peut-être la rémunération pour ce genre de service-là n'est peut-être pas nécessaire. D'un autre côté, ça peut baisser aussi la puissance de soutirage de la maison le soir à ce moment-là. Donc là, il n'y a pas non plus besoin de rémunération sur ce genre de service-là. Donc voilà. Après, le deuxième étape, la rémunération, je laisse peut-être sur Rico. Sur votre question, est-ce qu'on en aura encore besoin quand il y aura beaucoup de véhicules? Il y a juste un chiffre que je voulais remettre en perspective. Si on regarde, alors est-ce que c'est 2022, 2025? C'est pas bien grave. La production d'énergie éolienne qu'on va avoir en France, c'est de l'ordre de mémoire de 50 TWh. Et sur ces 50 TWh, quand on regarde les profils de consommation, si on n'a pas de stockage, il y en a probablement une dizaine qui seront perdus parce qu'on n'aura pas la consommation au moment de la production. Face à ça, les quelques millions de véhicules peuvent amener quelques térawattheures de stockage. Donc on voit bien que le besoin, grâce à l'augmentation de la production d'énergie renouvelable et très largement éolien, il va croître de façon très très importante. Donc le besoin de stockage et donc l'opportunité pour le véhicule électrique va croître aussi de façon très importante. Alors il faudrait plus de temps pour refaire tous les calculs, mais les ordres de grandeur sont vraiment là. Merci. Si encore des questions? Alors, je vais profiter de mon privilège d'avoir le micro pour en poser une à partager avec vous, en fait. Merci de nous avoir fait rêver. Ça illustre ce que je disais hier à la Creux, c'est que la mobilisation du stockage va pouvoir permettre, par exemple, de limiter l'investissement dans le réseau électrique pour les bornes de recharge et globalement pour limiter l'investissement dans le réseau, dans son fonctionnement. Je ne sais pas si c'est encore chiffré, mais j'espère qu'on le chiffrera. Le véhicule to home va limiter la pointe qui est dimensionnante en soutirage. C'est aujourd'hui ce qu'on paye dans le TURP, c'est ça, c'est le soutirage, pas l'injection de l'autoconsommation, c'est un faux problème. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut aller au bout de la concertation sur l'autoconsommation sans avoir une concertation sur le stockage? C'est tellement fondamental et ça va tellement changer les choses dans les 5 prochaines années qu'on ne ferait qu'une partie de l'exercice. Donc ça, c'est une première question que je partage avec vous. La deuxième, André nous disait ce matin, on a l'irruption des GAFA, du monde du numérique, du digital. On voit là qu'on a l'irruption du monde automobile qui va changer la configuration. Donc l'autre question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'on ne peut pas, comment les associer à notre réflexion sur notre évolution de notre modèle énergétique? Sinon, est-ce qu'on ne risque pas de rester en endogamie? Et ça serait, à mon avis, une vraie perte que de rester, entre guillemets, avec les acteurs du monde ancien, voire du monde nouveau des renouvelables, mais sans associer. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt pour l'exogamie, ça fait plutôt des beaux bébés. Donc, voilà, pour un bon mix énergétique de demain et avec un système électrique résilient, je pense qu'on a besoin d'élargir. Merci. Merci Richard Loyen pour ces précisions. L'heure est venue de clôturer ce colloque. Je vous invite à rester avec nous à la tribune et je demande à David Marchal et à Laetitia Brottier de me rejoindre. David Marchal, vous êtes donc directeur adjoint de la direction production énergie durable de l'ADEME. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit positionnement de l'ADEME sur l'autoconsommation, enfin, un petit état des lieux, un tour d'horizon?